35 ans après l'effondrement de l'Empire soviétique du mal, il semble que le communisme revienne à la mode. Beaucoup de jeunes nés depuis la chute du mur de Berlin qui ont été éduqués par ceux qui cherchent à les endoctriner. À des idées toxiques dites woke, comme la théorie critique de la race, l'intersectionnalité et le colonialisme de peuplement, il semble qu'ils avalent les grands mensonges d'une idéologie totalitaire. Est-ce qu'ils ignorent que 100 millions de personnes qui ont été assassinées par les régimes communistes? Ou bien croient-ils vraiment que le socialisme, qui a échoué partout où il a été essayé et n'a mené qu'à la tyrannie et à la souffrance, peut fonctionner dans l'Amérique du XXIe siècle? Et savent-ils que la propagande antisioniste à laquelle ils succombent a été inventée par une campagne de désinformation soviétique? Et pourquoi essaient-ils de réécrire l'histoire juive afin de ressusciter un rêve socialiste du passé qui a échoué? Ensuite, dans Think Twice, nous plongeons en profondeur dans l'histoire du communisme et du peuple juif avec le directeur de l'institution qui cherche à préserver le monde perdu de la communauté juive européenne d'avant la Shoah. Bonjour et bienvenue dans Think Twice, l'une des tendances intellectuelles les plus étranges qui revient à la mode à gauche est le renouveau de la foi dans le faux dieu du communisme. Alors que l'effondrement de l'Union soviétique après 70 ans d'excès totalitaires, d'échecs économiques et de meurtres de masse semblait avoir réglé la question pour toujours. La question de savoir si le marxisme devait être préféré à un système capitaliste fondé sur la liberté économique et politique semblait réglée, mais au XXIe siècle, la croyance dans le communisme, ou du moins l'intérêt pour celui-ci, fait son retour. Sans surprise, lié à ce soutien anhistorique et anti-intellectuel pour l'un des despotismes meurtriers du XXe siècle, on assiste à une résurgence de l'un des grands projets intellectuels de l'Union soviétique, l'antisionisme. Pratiquement tous les mensonges toxiques propagés par des foules antisémites, scandant des slogans appelant au génocide des Juifs, du fleuve à la mer, et pour le terrorisme contre les Juifs partout dans le monde, se sont mondialisés. L'intifada a été inventée par les propagandistes soviétiques dans les années 60 et 70. Pourtant, les détracteurs d'Israël répètent les discours écrits pour eux au Kremlin il y a 60 ans, comme s'il s'agissait de nouvelles révélations. En même temps, d'autres cherchent à raviver l'intérêt pour le Bund juif, un grand mouvement de socialistes d'avant la Seconde Guerre mondiale qui cherchait à promouvoir l'autonomie nationale pour les Juifs. Dans les régions d'Europe où l'on parlait yiddish, une idée vouée à l'échec en raison de la domination des forces antisémites et qui a disparu dans la Shoah et les goulags soviétiques. Bien qu'il soit digne d'être rappelé, l'intérêt qu'on lui porte aujourd'hui fait partie de la même campagne antisioniste menée par les antisémites contemporains. Pour discuter de tout cela et de l'importance de l'histoire juive, nous recevons le directeur de l'Institut dont la mission est de préserver les annales du monde juif européen qui a péri dans la Shoah. Jonathan Brent est historien, éditeur, traducteur, écrivain et enseignant. Il a été directeur éditorial chez Yale University Press, où il a créé la série Annals of Communism. Parmi ses livres figurent Le dernier crime de Staline, 2003, et Dans les archives de Staline, 2008. En 2009, Brent est devenu directeur exécutif et PDG de l'Institut YIVO pour la recherche juive, où il a lancé un projet visant à conserver et à numériser toutes les collections de YIVO datant d'avant la Seconde Guerre mondiale. Il donne de nombreuses conférences sur l'histoire juive, soviétique et d'Europe de l'Est. Il a réalisé 3 documentaires sur son travail, Le dernier complot de Staline, Staline l'homme d'acier et Staline déclassifié. Et il enseigne l'histoire et la littérature au Bard College. Jonathan Brent, bienvenue à Think Twice. Merci beaucoup pour cette aimable invitation. Eh bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous rejoindre aujourd'hui. Je souhaite d'abord savoir, en tant qu'historien du communisme, comment vous expliquez le regain d'intérêt pour une idéologie qui aurait logiquement disparu avec la chute de l'Union soviétique. Pourquoi pensez-vous que certains jeunes nous disent qu'ils aiment le communisme? Sont-ils ignorants de son histoire? Ou pensent-ils vraiment que le socialisme est un système capable de réussir malgré ses échecs partout où il a été essayé? Eh bien, je vais commencer à répondre à votre question qui est une très bonne question.
en citant Molotov qui a dit lors d'une conversation avec un homme nommé Félix Trouillev: vers la fin de sa vie, le camarade Staline vivra pour toujours dans le cœur de tous les gens progressistes. Et il n'avait pas tellement tort, malheureusement. Et ce n'est pas Staline lui-même, c'est ce qu'il représentait. Ce qu'il représentait, c'était le pouvoir de l'État au service de ce qu'il considérait comme l'égalité, ce qu'il considérait comme la justice, ce qu'il considérait comme l'anéantissement de la domination bourgeoise sur la société, sur la richesse, sur le pouvoir. Il représente la puissance de cette force. Et dans le monde, pour écraser la bourgeoisie, pour détruire le libéralisme et pour essayer d'atteindre une forme d'égalité entre les peuples, une égalité qui est en réalité fondée sur la privation, une égalité qui repose sur l'asservissement plutôt que sur l'amélioration du sort des gens. Mais néanmoins, c'est de l'égalité. Et malheureusement, la haine du système de gouvernement américain et de l'Occident en général a été inculquée génération après génération à de jeunes gens qui ont fréquenté nos universités les plus progressistes et les plus privilégiées, qui ont été élevés dans des écoles progressistes. Et maintenant, nous en voyons le résultat en temps de crise. Oui, je veux dire, c'est assez effrayant. Je crois que c'est effrayant, et je dois vous dire que j'y ai beaucoup réfléchi. Comment réparer cela? J'ai parlé avec des collègues et des historiens bien plus, éminents que moi. Comment répare-t-on cela? Et la seule conclusion à laquelle nous avons pu arriver est: vous devez vous débarrasser du système. Mais c'est terrible. Personne ne veut le faire, évidemment. Personne ne veut se débarrasser des départements d'anglais ou des départements de sciences politiques. Mais ces idéologies se sont enracinées non seulement dans la théorie politique, mais aussi dans la théorie littéraire, dans la théorie des études de genre, la soi-disant théorie postcoloniale, et dans une large mesure dans les dynamiques qui, loin de là, ne sont pas toutes à mépriser. Vous savez, je parle peut-être d'une manière un peu hyperbolique, parce qu'il y avait en fait beaucoup de vérité dans ces critiques qui sont sorties du monde universitaire sur cette longue période, et je dirais en remontant jusqu'à la guerre du Vietnam. Mais cela s'est entremêlé dans le tissu même de la façon dont les jeunes perçoivent la vie. Ce n'est pas seulement telle ou telle personnalité politique, ou ceci ou cela. C'est une manière d'envisager la vie. Et ça, vous savez, quand on y pense, ce qu'il faut vraiment faire, de mon point de vue, c'est qu'il doit y avoir des dirigeants, tout d'abord, qui puissent exprimer quelque chose de porteur d'espoir, quelque chose de libérateur, quelque chose de tourné vers l'avenir. Il doit y avoir des institutions qui soutiennent cela. Il doit y avoir des voies d'expression pour la créativité des jeunes. Mais en ce moment, la façon dont la gauche, en particulier les jeunes de gauche, ont adopté ce mouvement médiéval, réactionnaire et génocidaire du Hamas. Est incompréhensible. Cela aurait été absolument incompréhensible il y a 30 ans. Aujourd'hui, c'est un fait. Aujourd'hui, c'est un fait. Donc, j'en parle avec ma femme tous les soirs. J'en parle aussi avec mes collègues. Je suis un peu dépassé, franchement, sans savoir comment
à travers YIVO, l'institution que je représente, et Bard College où j'enseigne aussi, je peux personnellement faire quelque chose à ce sujet, à part essayer de développer avec mes étudiants une vision de la vie qui inclut plus que ce qui est contenu dans leurs idéologies étroites et féroces. Merci d'avoir écouté Think Twice. Que vous nous écoutiez sur l'une des plateformes de podcast ou que vous nous regardiez en direct sur Facebook, X ou sur la chaîne YouTube de JNS, merci de mettre un j'aime et ou de vous abonner à JNS, de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications et de nous laisser de bons avis. Par ailleurs, en plus de Think Twice, il existe un podcast quotidien de Jonathan Tobin où je partage avec vous davantage d'actualités et d'analyses sur les questions les plus importantes auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'émission quotidienne sous le nom de Jonathan Tobin Daily sur la chaîne JNS ou que vous écoutiez vos podcasts. Retour à l'émission d'aujourd'hui. Oui, Je pense que tu as vraiment mis le doigt dessus. C'est le résultat de cela, tu sais, la longue marche des progressistes pour prendre le contrôle des institutions éducatives et je pense d'une grande partie de la culture également. Et tu as raison, cela a directement conduit au soutien pour le Hamas, aux foules pro-Hamas sur les campus et dans les rues. Tu sais, c'est un grand débat. Ce serait une émission à part entière sur l'avenir de l'éducation. Nous voulons aussi parler d'autres sujets. Mais c'est un argument. Quand tu dis, eh bien, il suffit de tout démolir. Eh bien, ce n'est pas clair pour moi que, tu sais, même les efforts les plus, tu sais, draconiens pour essayer de forcer les institutions à changer vont vraiment les faire changer. Bien sûr, le président Trump essaie simplement de faire ce qu'il fait. Je ne pense pas qu'il réussisse, tu sais, je pense que ça pourrait en fait, tu sais, que certaines institutions finissent par perdre leur financement ou non, ou tu sais, se plier à sa volonté. Tout le monde est employé. Il y a toujours, tu sais, ce programme idéologique. Donc, à part la création de nouvelles institutions, ce qui, je suppose, arrive dans quelques cas, tu sais, ce qui se passe à Austin et au Hamilton College de l'Université de Floride, ce sont deux expériences intéressantes. Mais c'est comme deux grains de sable sur toute une plage. Comment changer l'éducation américaine quand, en gros, la plupart des personnes qui y travaillent ont été endoctrinées de cette manière? Ouais. je pense qu'il doit y avoir plus de ces contre-institutions. Mais je veux aussi dire une chose à propos des jeunes. Je pense que nous ne... Ce que nous voyons sur les campus, c'est la partie la plus bruyante. Dans mes cours à Bard, surtout après le 7 octobre, je m'attendais à voir beaucoup de manifestations de colère et tout ça, des pensées politisées et ainsi de suite. Et je vais vous dire, j'enseigne un cours sur Staline au Bard College. Et j'enseigne aussi un cours sur Dr Faustus de Thomas Mann. Et ce que je vois chez mes étudiants, c'est plus d'ouverture que toute autre chose et le désir d'écouter des arguments qui ont du sens. Le problème, ce n'est pas eux. Je pense que ce sont les enseignants, pour la plupart, qui sont tellement politisés et tellement véhéments. Mais les jeunes, s'ils en ont l'occasion, je pense qu'ils veulent être plus ouverts d'esprit, plus libéraux au sens traditionnel du terme. Je pense qu'ils veulent accepter la possibilité de l'autocritique et essayer de comprendre les choses de manière complexe. Donc en fait, j'ai beaucoup d'espoir qui me vient, et bien sûr, c'est anecdotique. Des jeunes que je connais, que j'enseigne, qui m'entourent ici au YIVO et que nous recevons dans nos programmes YIVO. Je ne perds pas espoir. Ce qui m'épouvante, ce sont les dirigeants, tant à gauche qu'à droite, franchement. L'extrême droite et l'extrême gauche. Mais comme le disait mon grand-père, le poisson pourrit par la tête.
Et malheureusement, je ne sais pas qui sont les leaders intellectuels aujourd'hui. Je ne sais pas si une seule nouvelle idée sociale de formation, la formation de structures sociales, a été proposée en 30 ans. Il y a beaucoup d'idées usées, comme de vieux pneus que l'on rechappait, vous savez. Mais où sont les nouvelles idées? Eh bien, presque toutes les nouvelles idées viennent de l'extrême gauche. Déconstruction, études de genre, critique post-coloniale. Ce sont ça les nouvelles idées. Et vous savez, il y a beaucoup à dire sur le colonialisme. Le colonialisme, ce n'était pas génial. C'était génial si vous faisiez partie de la classe dirigeante. Ce n'était pas si génial si vous faisiez partie des classes inférieures. L'esclavage doit être abordé, tout comme nous parlons de l'Holocauste. Et vous savez, il doit y avoir une ouverture pour cela. Et moi, vous savez, à ma petite échelle ici au Yivo, j'essaie de maintenir cette ouverture ici, ce qui n'a pas toujours été facile, surtout après le 7 octobre. De toute façon, oui, c'est un casse-tête. D'accord. Eh bien, Pour approfondir un aspect de l'histoire, il est évident qu'énormément d'efforts ont été déployés pour préserver la mémoire de la Shoah. Et même si je pense qu'on peut soutenir que beaucoup de ces efforts ont été mal orientés, cela reste très important. Mais il est également vrai que la plupart des Américains aujourd'hui savent très peu de choses sur les crimes du communisme, sur son histoire. Est-ce simplement parce que nous ne connaissons rien à l'histoire dans ce pays, je veux dire, même celle de notre propre pays, sans parler de ce qui s'est passé en Europe au siècle dernier? Ou bien est-ce le résultat d'un effort révisionniste plus conscient? je pense qu'une partie de cela venait de la rhétorique de la guerre froide. Vous savez, la guerre froide a transformé le communisme en un empire du mal, et nous étions les gentils. Et maintenant, les gentils sont attaqués. Et donc, le communisme fait un peu son retour. Mais franchement, tu as raison. Je veux dire, pour comprendre ce qu'est le communisme, tu ne peux pas simplement lire sur la guerre froide des livres sur le sujet. Il faut vraiment se plonger dans les documents et voir comment ils pensaient vraiment, comment Staline pensait réellement, comment Molotov pensait réellement, ce qu'était vraiment la lutte entre Staline et Trotsky, et les types de choix qu'ils ont faits. Et sans aucun doute, je peux vous dire qu'après mon cours sur Staline, il n'y a pas un seul étudiant dans aucune des classes que j'ai jamais enseigné sur le sujet qui pense que c'est une bonne idée. Pas s'ils écoutaient, en tout cas. C'est ça. Non, non, ils ne le pensent pas. Les Américains sont passés à autre chose. Je pense qu'après 1991, ils ont simplement supposé que ce n'était plus vraiment un problème. Ce n'était probablement pas aussi grave qu'on le pensait. Il y avait un certain nombre d'écrivains qui ont essayé de normaliser l'Union soviétique, tout comme il y a aujourd'hui un certain nombre d'écrivains qui essaient de normaliser l'islamisme. Et c'est une terrible erreur. C'est une erreur terrible, terrible, terrible. Le communisme était basé sur une vision du monde. C'était, de mon point de vue, et je sais que beaucoup de gens seront très en colère contre moi pour avoir dit cela, mais une vision véritablement anti-humaine. Sa compréhension de la société, de la personnalité humaine, était anti-humaine. Permettez-moi de vous donner un bel exemple de cela. En 1957, comme vous le savez peut-être, le docteur Jivago de Boris Pasternak a été publié et les soviétiques étaient très contrariés par cela et ils ne savaient pas où se trouvait le manuscrit. Et Pasternak l'avait envoyé à Feltrinelli en Italie et Feltrinelli en a ensuite fait des copies et les a envoyées à tous ses amis. Et donc, au moment où les soviétiques voulaient commencer à récupérer tous les exemplaires et à saisir le manuscrit,
Feltrinelli leur a dit. Ce n'était pas possible à moins qu'ils ne veuillent aller en Angleterre et en Amérique et le saisir là-bas aussi. Alors, de toute façon, ils ont ensuite décidé, les Soviétiques, qu'ils devaient lire le livre et voir de quoi parlait ce roman horrible. Et donc, ils ont chargé le chef de la section culturelle du comité central de lire le docteur Zhivago. Et il l'a lu et il a rédigé un rapport. Et je dis à mes étudiants, si l'un d'entre vous rédige un tel rapport sur n'importe quel livre que nous lisons, vous aurez un A+. Il savait exactement de quoi parlait ce livre. Il l'a compris de l'intérieur. Il a su donner une vision empathique de l'auteur, des personnages et de la situation. Et il conclut en disant « Mes camarades, malheureusement, ce livre est notre ennemi. Parce qu'au centre du livre se trouve l'ego bourgeois. » L'individu. Oui, l'individu. Les personnages. Exactement. Et c'est ce que je veux dire en parlant de ce système anti-humain. Et vous savez, mais les gens ne vous croient pas. Ils ne vous croient pas. Ils ne pensent pas que les goulags étaient aussi étendus ou aussi horribles qu'ils l'étaient. Et il y a beaucoup de révisionnisme sur le communisme venant des universitaires de gauche. Je peux en citer plusieurs. Un certain nombre d'entre eux, à la fin des années 80 et au début des années 90, ont même essayé de minimiser le nombre de victimes. C'est d'une immoralité choquante. Comme si Solzhenitsyn est toute la littérature des survivants. Exactement. Mais je dois aussi souligner que ce n'est pas seulement un phénomène apparu après 1991, je pense que nous sommes tous les deux assez âgés. Pour se souvenir du fait qu'il y avait beaucoup de gens qui cherchaient à normaliser l'Union soviétique avant sa chute, qui étaient, que vous vouliez les qualifier d'apologistes ou simplement de personnes convaincues qu'elle serait toujours là et qu'elle représentait une menace nucléaire donc il fallait vivre avec. Et ne dites pas que c'était le mal. Non, Stephen Cohen, un grand historien, a écrit un livre qui a été publié en avril. Je m'en souviens parce que mon père avait une librairie à Chicago. Et je me rappelle quand le livre est sorti. C'était, je crois, en avril 1991. Homo soviéticus était le titre du livre, c'est-à-dire l'homme soviétique, ce que signifie être un homme soviétique. Et le livre soutient que l'Union soviétique doit faire partie de la famille des nations, et ainsi de suite. Et puis, il a été discrètement retiré des rayons en août 1901. Des choses arrivent aux auteurs. Parfois, des choses très malheureuses arrivent aux auteurs. C'était bon pour la civilisation, mais mauvais pour ce livre. Oui. Exactement. Je pense qu'il y a aussi une fascination pour Staline, une fascination pour sa détermination et sa discipline, sa brutalité. Et il dit à Eisenstein en 1947, Le célèbre réalisateur. le célèbre réalisateur. Oui, Eisenstein avait réalisé le film Ivan le Terrible, première partie, puis la deuxième partie. La deuxième partie est sortie après la guerre. Staline n'est pas d'accord avec la façon dont Ivan le Terrible est présenté dans la deuxième partie. Il dit à Eisenstein, « Qu'est-ce qui t'est passé par la tête quand tu as fait ça? Tu crois que c'est un banquier anglais? Tu crois qu'Ivan le Terrible, c'est Hamlet? D'abord, il pense ceci, puis il pense cela. Et en revenant en arrière, il a dit « Non, Ivan le Terrible est le tsar de Russie. Vous devez montrer qu'il était cruel, mais vous devez aussi montrer pourquoi il était cruel. » Et puis Staline dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il dit « Je pense que Dieu l'a empêché dans son travail. » Parce que chaque fois qu'Ivan le Terrible exécutait quelqu'un, il devait courir dans un monastère pour demander pardon. Staline dit que s'il avait exécuté tous les boyards d'un coup, le temps des troubles n'aurait jamais eu lieu. Oui, Staline n'avait pas ce problème. Il n'avait pas ce problème. Il ne l'avait vraiment pas. Et je pense que d'une certaine façon effroyable, les gens, surtout les jeunes, admirent cela. Comme beaucoup de jeunes aujourd'hui admirent Hitler.
Oui, parce qu'il est perçu comme une personnalité forte et dynamique, ou du moins il le pense, vous savez, quelqu'un qui fait avancer les choses. oui, il y a toujours cette attirance pour le leader fort. Et, vous savez, les livres sur Staline ne semblent jamais être épuisés ou démodés. Je réfléchissais avant, vous savez, notre conversation, à ce qu'il reste dans la culture populaire sur l'Union soviétique aujourd'hui. Il y a quelques années, il y a eu un film très drôle sur la mort de Staline que j'ai trouvé hilarant. Ça ne nous a pas vraiment appris grand-chose sur le communisme soviétique, même si c'était très divertissant. Il y a une série contrefactuelle sur Apple TV qui imagine ce qui se serait passé si les soviétiques étaient arrivés les premiers sur la Lune. Mais à part ça, c'est en quelque sorte un trou noir dans notre culture. Sans parler de ce qui se passe dans le milieu universitaire à propos de l'Union soviétique et du communisme et des 100 millions de personnes qui ont été tuées par le communisme au XXe siècle, Oui, et aussi, je pense que c'est la grande histoire qui a encore une fois été passée sous silence, l'infiltration soviétique dans les institutions américaines dans les années 30, 40 et 50. Et quand j'étais chez Yale University Press, nous avons publié toute une série de livres, parmi lesquels il y en avait plusieurs sur ce sujet, dont un intitulé Le monde secret du communisme américain. Quand ce livre est enfin sorti et que nous avons pu prouver des choses comme le fait qu'Armand Hammer était euh, un porteur de valises pour les soviétiques, ce que nous pouvions prouver documents à l'appui. Nous pouvions prouver que Walter Duranty était un agent soviétique. le journaliste du New York Times qui a remporté un prix Pulitzer pour avoir nié la famine ukrainienne. Le New York Times a refusé de reconnaître l'existence du livre. Ils n'en ont pas fait la critique. Ils ne voulaient pas en reconnaître l'existence. Finalement, au moment où le sénateur Moynihan, de mémoire bénie, a ouvert ce qu'on appelait les dossiers Venona concernant l'espionnage soviétique aux États-Unis, et les documents dans notre livre étaient très pertinents à ce sujet. Le New York Times a finalement pu reconnaître l'existence du livre et ils l'ont même mis en première page du New York Times. Oui, Mais ils ont tout fait pour l'étouffer. Il a fallu l'intervention du sénateur Moynihan pour faire cela, pour les amener à reconnaître l'existence du livre et le rôle du communisme, non seulement dans les universités, mais aussi au New York Times et dans divers autres médias aux États-Unis, a été profond. Et il a été durable et il a également un impact aujourd'hui. Donc, ce sont les universités, les médias, les personnalités publiques que nous avons maintenant avec Mamdani comme maire de New York. nous allons en parler un peu plus tard, mais oui. Oui, je veux dire, on ne peut pas tuer les idées, même si on tue. Et elles ont leur propre vie. L'histoire intellectuelle a été largement discréditée dans le monde universitaire. Mais je pense qu'il est nécessaire que des gens commencent à s'intéresser à la généalogie des idées. Moi et quelques collègues, nous allons bientôt publier un livre sur les origines et l'idéologie du Hamas. Excellent. Je pense que c'est un sujet très important que la plupart des gens ne connaissent pas du tout et ne veulent rien en savoir. C'est ça qui est inquiétant. Ils ne veulent vraiment rien en savoir parce que cela remet en cause leurs opinions politiques. Une fois qu'ils savent d'où viennent beaucoup de ces idées, Maintenant, un autre mouvement du XXe siècle qui connaît une sorte de renouveau est celui du Bund ouvrier juif. C'est une partie majeure de l'histoire juive européenne du siècle dernier et comme l'intérêt pour le yiddish, cela participe à redécouvrir ce qui a été perdu pendant la Shoah. Il me paraît évident, et je pense que beaucoup partagent cet avis, que certains défendent aujourd'hui le Bund surtout pour relancer la bataille entre bundisme et sionisme. Comme pour le communisme et le capitalisme, cela paraît avoir été décidé dans les cendres des camps de la mort et des goulags. Que pensez-vous de l'utilisation de cette histoire par certains à gauche dans leur lutte contre Israël et le sionisme?
Nous parlons de cela tout le temps à YIVO, car comme vous le savez peut-être, nous avons la plus grande collection de documents du Bund au monde. Nous avons l'intégralité des archives du Bund ici, et nous sommes en train de les numériser en ce moment, soit environ 3,5 millions de documents. Je trouve un peu malhonnête la manière dont on l'utilise. Bon, la lutte dans les années 1930 n'était pas entre le bundisme et Israël. La lutte était une lutte d'idéologie. Devons-nous rester ici ou devons-nous partir là-bas? Où avons-nous la meilleure chance de survie? Et par là, je ne parle pas simplement de survie physique, mais de la survie de nos traditions, la survie de notre langue, la survie de nos coutumes, notre littérature, notre musique, et ainsi de suite. C'était ça la question. Le bundisme, au sens classique, n'a jamais été contre Israël en tant que tel. Donc c'est un peu malhonnête de prendre ce principe de dispute intellectuelle des années 1930 et de la transposer à notre époque. Il est indéniable qu'Israël a relégué le yiddish au rang de langue de seconde zone. Et que si vous le parliez, on vous crachait dessus dans les rues de Tel Aviv ou de Jérusalem. Très bien. Oui, c'était dégoûtant. C'était nuisible, c'était honteux, je pense, à bien des égards. Est-ce que ça veut dire que vous devriez tourner le dos à Israël? Ou est-ce que cela signifie qu'il est important de démontrer que la culture yiddish fait vraiment partie intégrante de ce que nous considérons comme la culture juive moderne, telle qu'elle est représentée en Israël? L'animosité avec laquelle les jeunes en particulier utilisent cela pour riposter contre. Israël me suggère que cela n'a rien à voir avec le fait qu'Israël soit pour ou contre le yiddish. Et pour replacer cela dans son contexte, évidemment, vous savez, la renaissance de la souveraineté juive sur la terre d'Israël était liée à la renaissance de l'hébreu. Oui. Et c'était en quelque sorte, vous savez, une sorte de guerre des langues, ce qui peut sembler très obscur pour les gens aujourd'hui, mais c'était très réel à l'époque. Et aussi, vous savez, l'hébreu, du moins dans ses ambitions à l'époque et dans la réalité d'aujourd'hui, a inclus les Juifs en dehors de l'Europe, vous voyez. C'est exact. Ce que le yiddish n'a pas fait. Oui, exactement. Et en plus, l'hébreu vous ramène aux origines du peuple juif à l'époque biblique. Et le yiddish, bien sûr, vous ramène aux humiliations de l'expérience européenne et au ghetto. Et à toute la citoyenneté de seconde classe que nous avons tant appréciée en Pologne pendant plus de 1000 ans. Donc, je pense que ce qui se passe vraiment, c'est que, en particulier chez les jeunes, c'est la détestation, l'animosité politique profonde qu'ils ressentent, qui se trouve camouflée derrière cet autre différent, dont je pense que la plupart d'entre eux ne comprennent même pas vraiment la nature. Et je sais qu'il y a un nouveau livre. Oui, je veux en parler dans un instant. Molly Krabappel, qui a écrit un livre sur le Bund, qui, je pourrais ajouter, a reçu une critique élogieuse, bien que férocement antisioniste. Dans le New York Times, elle a déclaré qu'elle pense qu'il existe un lien direct entre les bundistes, en particulier ceux qui étaient à New York, et l'actuel maire de New York, Zoran Mandani, un adversaire acharné d'Israël et un partisan de ceux qui cherchent à détruire l'État juif. Mais même ceux qui pensaient que les bundistes avaient tort il y a 100 ans ou 90 ans ne les considéraient jamais comme des alliés des ennemis des Juifs. Pourquoi certains à gauche font-ils ce lien? C'est une tragédie. Je dois vous dire, c'est déchirant. C'est une tragédie bouleversante que de jeunes gens, et je connais Molly, et c'est une fille gentille. Personne et nous ne sommes d'accord sur presque rien maintenant. Mais
Pour moi, c'est une tragédie. C'est juste... Comment peuvent-ils se retourner contre leur propre peuple de cette façon? Euh, Au nom, franchement, d'une idéologie en échec. Parce que c'est ce qu'était le bundisme au final, une idéologie qui a échoué. Et ce n'est pas parce qu'elle n'était pas théoriquement correcte dans tous ses détails qu'elle a échoué. Elle a échoué parce qu'elle a été submergée par l'histoire. Elle a été submergée par des forces auxquelles elle ne pouvait pas faire face. Oui. Elle a produit certaines choses positives pour une petite partie du peuple juif en Pologne. Cela n'a jamais été un mouvement de masse comme les gens voudraient le faire croire. Ils voulaient atteindre la justice sociale. Je suppose que c'est le lien avec Mamdani aujourd'hui. Mais le fait que vous vouliez atteindre la justice sociale, ce que je suis sûr que vous et tous vos téléspectateurs et auditeurs veulent aussi. Je veux dire, je ne peux pas imaginer quelqu'un se lever et dire « Non, je suis pour l'inégalité sociale, je suis pour l'esclavage. » Non, non, vous n'allez pas dire ça. Mais comment y parvenir? Est-ce que vous y parvenez en retirant aux gens leurs richesses? Ou bien y parvenez-vous en tirant les gens vers le haut? Et malheureusement, la façon socialiste d'atteindre l'égalité consiste à abaisser et non à élever. Et on n'élève pas les gens en prenant aux autres. On ne le fait pas. Je veux dire, c'est prouvé. Tu ne le fais pas. C'est ça. Tu sais, je pense qu'il est juste de dire, et je pense que c'est ce que tu dis, que ce n'est pas parce que les nazis et les soviétiques ont détruit le Bund et le monde du Bund. Cela ne signifie pas que ceux qui y ont adhéré se faisaient des illusions, car ils rêvaient tous deux de quelque chose qui avait sans doute peu de chances de réussir à l'époque. Mais avec les forces opposées, le type de monde que les bundistes souhaitaient en Europe, surtout en Pologne, avait-il vraiment une chance d'exister? Oui, il y avait des chances. Il y a eu des étincelles et des moments. Il y a vraiment eu des moments en Pologne, en Ukraine, en Russie, où si la bonne décision avait été prise, si le bon chemin avait été suivi, cela aurait pu être très différent. En Allemagne, en 1928, 2,4% de la population a voté pour Hitler. Et en 1932, 28% de la population a voté pour Hitler. Que s'est-il passé? Pourquoi ont-ils rejeté Hitler seulement 4 ans auparavant? Vous savez quels étaient les facteurs en jeu? Et s'il n'y avait pas eu la Grande Dépression? S'il n'y avait pas eu les humiliations du traité de Versailles et toute une série d'autres choses, l'hyperinflation des années 1920 et ainsi de suite, peut-être que l'histoire allemande aurait évolué d'une manière complètement différente. Je ne pense pas que ces systèmes monstrueux naissent de personnes monstrueuses. Je pense qu'ils naissent de personnes ordinaires qui finissent par faire des choses monstrueuses, tout simplement parce qu'elles les considèrent comme les meilleures choses à faire dans ces circonstances. Je veux dire, c'est assez simple et peut-être banal, mais c'est comme ça que je le vois. Et le Bund, pour revenir au Bund, oui, je pense qu'il y aurait eu une chance si la Pologne n'était pas devenue aussi antisémite. C'est un peu un acte de foi à ce niveau-là, mais d'accord, on va faire avec. C'est un acte de foi. Mais vous savez, le socle de la société polonaise, c'est l'Église catholique. Et l'Église catholique polonaise est antisémite, fondamentalement antisémite, dans le sens où la calomnie du sang et d'autres choses du genre circulent encore assez librement. Dans ce monde-là. Mais je pense que s'il n'y avait pas eu la menace nazie, à l'ouest la menace nazie et à l'est la menace bolchevique. Et bien sûr, c'est un si qui défie l'imagination. Vous savez, si l'histoire n'existait pas, oui, il y aurait peut-être eu une chance.
Mais dans ces circonstances, non. Il n'y avait aucune chance. Il n'y avait aucune chance. Et vous savez, il y avait de nombreuses idéologies concurrentes en Russie en 1916, 1917. Il y avait les bolcheviks, les mencheviks, il y avait les anarchistes. Il y avait même un parti vert. Il y avait les socialistes révolutionnaires. Toutes sortes d'idées différentes circulaient. Et il y avait Kerensky et les libéraux. Et on se demande pourquoi Lénine, pourquoi lui? Et la réponse à laquelle de nombreux historiens sont arrivés, c'est qu'il était le plus énergique, le plus intransigeant des dirigeants. Il ne cédait pas, il ne faisait aucun compromis, ni avec la gauche, ni avec la droite, ni avec qui que ce soit. Il suivait simplement sa propre voie. Et finalement, cette force a rassemblé la nation parce qu'ils avaient besoin d'un leader capable de faire cela. Et c'est pourquoi je pense que nous devons beaucoup réfléchir à nos dirigeants aujourd'hui. Et vous savez, peut-être que cela aide aussi à expliquer le phénomène Trump dans une certaine mesure. Je ne sais pas. Cela explique certainement Viktor Orban en Hongrie et Poutine en Russie. Je vais vous dire, au moment de l'élection de Poutine à la présidence en Russie, j'étais encore à Yale et mon assistant était un Russe. Il avait un doctorat de l'American University et j'ai dit, Vadim, pour qui vas-tu voter? Il a dit, je vais voter pour Poutine. J'ai dit, Vadim, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ce type est un fasciste. Tu ne peux pas voter pour lui. C'est du pur KGB. Tu ne comprends pas ça? Il va ramener la Russie directement vers une sorte de gouvernement autoritaire. Vadim a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. La Russie a plus besoin de stabilité que de liberté. Et je pense que beaucoup de gens ressentaient ça. Et certainement, beaucoup de gens en Allemagne ressentaient la même chose en 1932. Oui. Eh bien, je pense que les contrefactuels sont importants pour notre compréhension de l'histoire. Donc, je pense qu'il est important que nous réfléchissions à ces choses-là. Mais vous savez, l'un de mes mentors au département d'histoire de l'Université Columbia, à l'époque préhistorique où j'y étais, Eugène Reiss, m'a aussi dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il a dit, vous savez, rien dans l'histoire n'est inévitable. Tout est évitable. Et je pense qu'il avait raison. Et je pense que ce que vous dites renforce en quelque sorte une manière de voir l'histoire qui est vraiment passée de mode, c'est-à-dire la vision de l'histoire par les grands hommes ou les grandes femmes. Et je pense que c'est toujours assez vrai. Bref, pour passer un peu à autre chose, les Juifs américains savent que 6 millions de Juifs ont été tués pendant la Shoah, mais franchement pas beaucoup plus que ça à leur sujet. Vous avez évoqué l'idée fausse que les Juifs auraient accepté la mort sans résistance. Pourquoi cette croyance est-elle si répandue? Hannah Arendt l'a dit. C'est pour ça. Et c'est en partie pour ça. Et il n'avait rien à quoi se raccrocher, sauf peut-être des histoires de famille d'une sorte ou d'une autre qui pourraient le contredire. Et Hannah Arendt, mon Dieu, New York Review of Books, New York Times, une grande figure intellectuelle. C'est elle qui le dit. Elle ment. Elle a menti au sujet des femmes juives qui, selon elle, enlevaient leurs vêtements et les empilaient soigneusement pour qu'ils ne soient pas salis lorsque les Lituaniens les ont abattus. Et, vous savez, cela discrédite les dirigeants juifs des ghettos en se concentrant sur la police juive comme si la police juive faisait ce qu'elle faisait dans les camps. Par sadisme et par désir de détruire leur propre peuple plutôt que de sauver leur famille. Parce que les nazis leur disaient qu'ils devaient le faire, sinon leur famille irait dans les chambres à gaz. Il y a donc encore un grand besoin d'enseignement sur la Shoah. Je sais que beaucoup de gens s'en moquent. Je sais que certaines personnes disent que, eh bien, ça ne marche pas. Et la seule chose que je peux répondre à cela, c'est d'imaginer un monde dans lequel il n'y aurait pas d'enseignement sur la Shoah. Imaginez un monde dans lequel
le film Shoah n'était pas sorti ou que cette série en plusieurs parties diffusée en Allemagne qui a changé l'histoire allemande n'avait pas existé. Et ça fonctionne. Ça ne fonctionne juste pas assez. Vous savez, mon père adorait le DDT. Il adorait tuer les moustiques avec du DDT parce qu'il disait que ça marchait. Eh bien, ça marchait. Ça s'est aussi retrouvé dans la chaîne alimentaire et ainsi de suite. Ce n'était pas si génial, mais il y a toujours des moustiques. Non, ça n'a pas assez marché. Ouais, Ça n'a pas assez marché. Et on ne peut pas régler le problème des moustiques juste avec le DDT. Il faut assécher les marais. Il faut trouver de nouveaux médicaments. Il faut faire toute une série de choses. Et, and I Et franchement, ça m'énerve. Ça m'énerve quand les gens répètent ces mensonges. Oui, bien sûr, c'est vrai que beaucoup de Juifs ont été tellement battus, affamés et démoralisés et désespérés au moment où ils arrivaient dans les chambres à gaz ou au moment, je veux dire, avez-vous lu, je suis sûr que vous avez lu les récits de ce que c'était dans ces wagons à bestiaux et de ce que c'était dans le ghetto. Mourant de faim chaque jour, jour après jour, sans chauffage, sans eau, sans amour et sans avenir. Et donc pour beaucoup, oui, la mort était probablement une délivrance, mais il y avait beaucoup de résistance. Et il y avait un petit journal intime que nous avons récemment publié ici à Livo, le journal d'Yitzhak Rudiszewski, et nous avons une exposition muséale en ligne à ce sujet. À propos de ce garçon de 13 ans qui dit être tellement conscient de lui-même dans le ghetto de Vilna, lire de la poésie yiddish est un acte de résistance. Garder son esprit vivant est un acte de résistance. Il en est conscient. Et pourquoi fait-il cela? Parce qu'il y avait un grand leader, Avram Sutzkeber, dans le ghetto, qui a fait découvrir ce matériel à ces jeunes de 13 ans. Il leur a enseigné la poésie, leur a appris à la lire et à y réfléchir, et il était un lien avec un passé. Donc, encore une fois, je reviens là-dessus. Ce n'était pas seulement Sutzkever, c'était Sutzkever plus ces jeunes enfants dans une situation particulière. Mais l'ignorance me sidère complètement. Et c'est l'ignorance du peuple juif lui-même, les stéréotypes qu'ils ont d'eux-mêmes. Nous n'avons pas besoin que les Allemands inventent des choses sur nous. Ni les Polonais, ni les Ukrainiens, ni les Russes, ni qui que ce soit d'autre. Nous les inventons nous-mêmes. Peut-être une autre raison, si vous voulez jouer les psychanalystes amateurs et réfléchir à cela. La raison pour laquelle on croit qu'ils sont allés à la mort comme des moutons à l'abattoir, c'est qu'ici en Amérique, nous voulions les voir se défendre courageusement et se comporter avec honneur. Et il y avait tellement de rage face à leur sort. Et, vous savez, on en vient à blâmer la victime. oui, je pense qu'il y a beaucoup de culpabilisation des victimes. Et la vérité, c'est que partout où la résistance était possible, il y a eu de la résistance. Exactement. Vous savez, le fait que les Juifs étaient désarmés et seuls et que personne ne les aidait, la quantité de résistance qui a réellement eu lieu était en quelque sorte miraculeuse. Oui. Mais encore une fois, je pense que nous devons en savoir plus à ce sujet. Et je pense que, comme vous le dites, nous avons besoin de plus d'éducation sur la Shoah, mais du bon type, pas de celle qui universalise et banalise en disant simplement que ce n'est pas différent de la méchanceté ordinaire ailleurs. Nous devons en savoir plus sur les Juifs qui ont été assassinés, sur leur monde, sur la façon dont ils ont lutté pour survivre et sur la façon dont ils ont résisté partout où ils le pouvaient. Et nous devons aussi en savoir plus sur les motivations des nazis. Vous savez, les enregistrements d'Eichmann, je ne sais pas si vous les avez lus, peut-être que oui, mais ils sont extrêmement révélateurs. Et vous savez, ils ont été réalisés en Argentine, non pas par des interrogateurs israéliens, mais par ses camarades nazis. Ils voulaient qu'il explique sur bande ses glorieux accomplissements et sa vie.
Et ils lui ont demandé « Pourquoi avez-vous fait ce que vous avez fait ?» Vous savez, et Eichmann dit « Vous savez, c'est une erreur de considérer les Juifs comme des Untermenschen. » Ceux qui voient les Juifs comme des Untermenschen ne savent pas de quoi ils parlent. Les Juifs sont l'Ubermensch. Les Juifs ont donné la loi à l'humanité. Quand les Juifs ont donné la loi à l'humanité, nous vivions dans des grottes. Nous chassions encore des animaux sauvages en meute. Les Juifs sont un peuple maître, et c'est pourquoi nous devons nous en débarrasser. Ce sont les propres mots d'Eichmann, sans pression des interrogateurs. Il y avait vraiment réfléchi et il était un fanatique, comme vous le savez, comme je suis sûr que les auditeurs le savent, en s'efforçant précisément de débarrasser la Terre d'une race qui concurrencerait l'idée nazie des Aryens. Mais l'histoire du ghetto de Varsovie fait désormais l'objet du musée du ghetto de Varsovie, à Varsovie. Et la crainte de nombreux universitaires est que cela devienne désormais un autre lieu où le gouvernement polonais minimise la véritable nature juive du soulèvement du ghetto de Varsovie et qu'au lieu de cela, on le présente comme des Juifs et des Polonais combattant ensemble contre leur ennemi commun. Et vous savez, pour revenir à ce qu'Adolf Eichmann voulait accomplir, il ne s'agissait pas seulement de l'élimination physique des Juifs à un endroit précis. C'était leur culture, leur histoire, la mémoire du peuple juif. Leur anéantissement, non seulement en Allemagne et en Pologne, mais partout, partout. Et vous savez, l'idée que c'est, comme vous le dites, comme n'importe quelle malveillance, où que ce soit, c'est juste, eh bien, c'est une terrible incompréhension de l'unicité de l'histoire juive. Oui, c'est tout à fait exact. Et je pense aussi que, et cela découle de ce que vous venez de dire, la plupart des Juifs aujourd'hui savent en réalité très peu de choses sur la civilisation juive qui a été anéantie en même temps que les Juifs lors de la Shoah. Qu'est-ce qui leur manque? Que devraient surtout savoir les Juifs d'aujourd'hui sur ce chapitre de l'histoire et sur le monde perdu? Le chapitre étant la période précédant la Shoah en Europe de l'Est. Oui. Les Juifs étaient, sont et continueront d'être un peuple créatif. Les Juifs créent des langues partout où ils vont, que ce soit le yiddish, le judéo-arabe ou le tat, la langue tat, ou peu importe, le judéo-persan. Nous créons des langues. Nous donnons du sens. D'une manière ou d'une autre, on le fait tout simplement. Et alors nous avons créé une civilisation avec notre propre langue, notre propre culture, nos propres traditions. Et cela a ensuite été tourné en dérision. C'est du yiddishisme, de l'allemand bâtardisé. Le folklore, c'est polonais, du folklore déguisé, et ainsi de suite. Mais comme l'a souligné Max Weinrach dans son histoire magistrale de la langue yiddish, chaque langue est formée à partir d'autres langues. L'anglais, par exemple, il est impossible de faire une phrase en anglais sans y retrouver un peu d'allemand, un peu de grec, une expression issue du latin, etc. C'était donc une période remarquablement créative pour le peuple juif. Je reviens tout juste de Kiev, où j'étais à la bibliothèque Vernadsky, et l'expédition Ansky de 1912 à 1914 qui, très brièvement, je vais expliquer, était une tentative de cet écrivain S. Onsky, qui était l'auteur du Dybbuk, la grande pièce Le Dybbuk. Il a organisé une expédition dans la zone de résidence pour collecter des objets de la vie juive sur des siècles, remontant jusqu'au XIIIe siècle, XIIe, XIVe siècle. Et une partie se trouve à Yivo, ici à New York, et une autre partie à Kiev.
Et donc, nous avons maintenant un accord pour numériser tout ce qui se trouve à Kiev et le relier à ce que nous avons ici afin d'avoir un ensemble complet de matériaux, de documents survivants. Quoi qu'il en soit, parmi les documents qu'il a trouvés, il y avait des Haggadot dont l'une remonte, je crois, au XVe siècle. Et dans la Haggadah, il y a clairement ces images de personnages mythologiques qui n'apparaissent pas dans la Bible hébraïque. Ils ne figurent pas dans le Talmud. Personne ne sait d'où ils viennent, sauf qu'ils viennent probablement du folklore ukrainien ou du folklore polonais, russe ou autre. Et les Juifs qui ont créé la Haggadah ont pensé à les inclure lors des représentations de l'Exode d'Égypte. En tout cas, c'est assez fascinant de voir ça. Même à ce moment-là, à cette époque précoce, les Juifs absorbent des influences du monde extérieur tout en conservant le cœur de leur identité. L'histoire de la Pâque. Et vous voyez comment cela fonctionne à travers de nombreuses images qu'Ansky a recueillies. Et je dirais que, voyez-vous, ce n'était pas une période dorée. Il y a eu les pogroms de Khmelnytsky. Des choses horribles se sont produites. Il y a eu tous les pogroms en Ukraine, en Pologne et ainsi de suite. Et donc, il y a eu beaucoup d'événements historiques horribles. Mais à travers tout cela, les Juifs ont montré une résilience incroyable en restant fidèles à leur foi, à leurs aspirations sociales, à leur langue, à leur famille. Ah, vous savez, c'est vraiment... Chaque jour où je suis ici au YIVO et que nous l'étudions, je suis toujours étonné de ce que nous découvrons. Toujours. La créativité de notre peuple est tout simplement une source d'inspiration, vraiment. Et regardez ce que nous avons créé en Israël. Regardez ça. Regardez ces déserts qui sont maintenant verts et tant de choses merveilleuses. Pouvez-vous nous parler un peu de l'histoire de l'Institut YIVO, de sa création, de son transfert ultérieur aux États-Unis et de ce qu'il fait aujourd'hui? Bien sûr, YIVO a été fondé en 1925, mais sa période de gestation a été bien plus longue que cela. Et cela remonte à cette expédition Ansky à laquelle je fais référence, c'est-à-dire la collecte d'artefacts. YIVO a été fondé par des érudits qui estimaient qu'en 1925, avec le traité de Versailles, avec la création du traité sur les minorités et divers autres instruments permettant aux minorités d'obtenir une représentation dans l'État et de se voir accorder la citoyenneté, et ainsi de suite. En Pologne, en Lituanie et ailleurs, le moment est venu d'avoir une académie d'enseignement supérieur pour le peuple juif par le peuple juif pour l'Europe de l'Est. Il y avait déjà la Wissenschaft des Judentum en Allemagne, bien sûr. Les juifs allemands étaient déjà très acculturés et ainsi de suite. Mais en Europe de l'Est, il n'y avait pas d'académie pour l'enseignement supérieur juif. Donc cela a été entrepris et il y avait 3 antennes du YIVO. L'un était à Berlin, un autre à Varsovie et un autre à Vilna, aujourd'hui Vilnius, en Lituanie. Celui de Vilnius, en Lituanie, Vilna, était dirigé par Max Weinreich, un grand philologue, linguiste et érudit. Et il s'est donné pour mission de tout collecter. Et il a passé des annonces dans les journaux yiddish du monde entier. Envoyez-moi des documents, n'importe quel type de documents, des lettres, des journaux intimes, des livres, des journaux, des brochures, des affiches, des pantoufles, des jouets, tout ce que vous voulez. Envoyez-les. Nous recueillons tout cela pour étudier la vie juive afin de comprendre quelle est notre place dans le monde. Et petit à petit, YIVO a accumulé l'une des plus grandes archives du monde.
Elle contenait des documents venant de Russie, d'Amérique du Sud, du Canada, d'Angleterre, de France, d'Allemagne, de Pologne, de Roumanie. Notre archive compte maintenant près de 30 millions de documents dans toutes les langues européennes, en yiddish, en hébreu, en arabe, en japonais, en chinois, partout où les Juifs sont allés. Et nous avons également la plus grande collection de documents en ladino en Amérique du Nord. Nous avons la plus grande collection de documents relatifs à la Shoah en dehors de Yad Vashem dans le monde, plus de 7 millions de documents liés à la Shoah. Nous avons un projet en cours avec le Bard College pour développer un programme de master en langue et civilisation yiddish qui sera le premier du genre. Nous organisons 60 programmes par an de toutes sortes, des rencontres autour de livres, des concerts, des opéras, des films, toutes sortes de choses. Nous avons des séminaires et des conférences. Nous avons un musée en ligne, mais notre projet le plus récent, dont nous sommes tous extrêmement fiers, c'est le Centre d'apprentissage et des médias. C'est le premier centre d'apprentissage et des médias, à ma connaissance, en Amérique et ailleurs, qui soit consacré à la vie yiddish et à la vie juive en Europe de l'Est. Et il est rempli de nombreux objets originaux et de toutes sortes de choses. Mais la partie la plus importante, c'est que nous travaillons directement avec les enseignants pour élaborer des programmes pédagogiques de 90 minutes pour les classes qui viennent, qui veulent en savoir plus sur la Pologne ou sur le yiddish, sur le théâtre yiddish, sur les juifs et le baseball, ou qui veulent en savoir plus sur ceci, cela ou autre chose. Et ensuite, nous créons des supports pédagogiques pour eux. Nous les amenons dans nos archives. Nous leur montrons ce qu'est une archive. Et il y a beaucoup d'histoires merveilleuses à ce sujet. Mais le lycée Stuyvesant, l'école Dalton, de nombreuses écoles juives et non juives, l'université Columbia, NYU, l'université Fairfield ont tous eu des étudiants qui sont venus et revenus, encore et encore dans ce centre. Donc je suis très concentré sur l'idée de l'éducation juive. Pouvez-vous nous dire sur quoi vous travaillez actuellement en ce qui concerne votre propre écriture et votre travail créatif? Eh bien, si j'avais plus de temps, je travaillerais sur un livre sur Isaac Babel. Mais je n'ai pas ce temps. Peut-être que si et quand je prendrai ma retraite, j'aurai ce temps. Mais si et quand je prendrai ma retraite, peut-être que je n'aurai plus l'énergie de travailler dessus. Je ne sais pas. Mais Isaac Babel a été un personnage fascinant pour moi pendant des années et des années. J'ai cherché sans relâche son archive perdue lorsque je travaillais en Russie. J'avais beaucoup de gens qui cherchaient pour moi. Et donc, oui, et je veux aussi écrire un livre sur Staline. Tout d'abord, je veux contrer la tendance actuelle à normaliser Staline. D'autre part, je veux montrer qu'il n'était pas un monstre. Il n'était pas, vous savez, un personnage pathologique. Il était, à bien des égards, Vous savez, Trotsky l'a qualifié de grande médiocrité. Eh bien, d'une certaine manière, il l'était. Mais il était bien plus intelligent que cela. Il a été plus malin que Trotsky. C'est sûr. Ouais. De toute façon, c'est le monde qui me fascine le plus à explorer. Comme je l'ai dit, un ami à moi, un grand érudit, Jeffrey Herf et moi, préparons ce livre sur l'idéologie du Hamas. C'est un travail important. Merci, Dr. Brent, de nous avoir rejoints. Comment nos téléspectateurs et auditeurs peuvent-ils suivre votre travail et Yevo pour en savoir plus? Eh bien, ils peuvent certainement se rendre sur le site web devoyevo.org et là, ils pourront être dirigés vers nos programmes, nos projets d'archives, nos projets de généalogie. Je sais que beaucoup de gens sont intéressés à retrouver les villes et villages où leurs parents ou grands-parents ont vécu. Et nous faisons beaucoup de ce travail. Et si les gens sont intéressés, ils peuvent simplement m'envoyer un email. Je ne suis pas difficile à trouver. D'accord. Eh bien, nous voulons aussi remercier notre public.
N'oubliez pas d'écouter chaque jour l'édition quotidienne de Jonathan Tobin que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Et que vous nous écoutiez sur l'une de ces plateformes ou que vous nous regardiez en direct sur Facebook, X ou sur la chaîne YouTube de JNS, merci de cliquer sur j'aime et ou de vous abonner à JNS. Cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications et laissez-nous de bons avis. Écrivez-nous à thinktwice@jns.org et dites-nous où vous écoutez ou regardez l'émission et ce que vous en pensez. Et souvenez-vous, continuez à lire et à réfléchir par vous-même. Et on se retrouve la semaine prochaine.